parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webcafé numéro 48 qui porte sur l'approbation des comptes annuels avec les questions importantes à se poser. On est parti pour une demi-heure. On va tout de suite démarrer parce qu'effectivement, il y a de quoi présenter des choses. Alors, effectivement, l'Assemblée générale, euh, c'est un sujet qu'on n'avait jamais trop abordé jusqu'à présent, mais c'est possible grâce à la maigre actualité que nous avons depuis quelques mois. Donc, et c'est un sujet qui est intéressant et qui est purement juridique. Donc, on ne s'attaquera pas à la fiscalité des dividendes ou d'autres sujets comme ça. On restera uniquement dans le sujet, enfin dans le thème juridique des assemblées générales. Et souvent, c'est des questions qui sont posées par les clients régulièrement concernant les acomptes sur dividendes, sur les seuils de commissaires aux comptes, sur le rapport de gestion, la publication, enfin la confidentialité plutôt des comptes. Voilà, donc c'est des questions assez récurrentes et puis c'est aussi la période pour en parler puisqu'on est en mai et en juin. Et en général, c'est à cette période-là qu'on a le plus d'assemblées générales puisqu'elles doivent se tenir dans les 6 mois de la clôture. Et donc ça nous emmène au 30 juin en général, et enfin, en tout cas pour les exercices des bilans qui clôturent au 31 décembre. Voilà, donc les questions à se poser, ce sont les nouveaux seuils pour les catégories d'entreprises, euh, la nomination du commissaire aux comptes, etc. Donc on va tout de suite commencer par les différentes questions au fur et à mesure, et on y va. Donc, l'approbation des comptes, quels sont les nouveaux seuils qui définissent les catégories d'entreprises? Alors ça, c'est le tableau à connaître, en fait, hein, puisque le Code de commerce a instauré des mesures simplifiées pour l'établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés commerciales, définissant des catégories spécifiques pour les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et donc, les seuils ont été revalorisés par le décret du 28 février 2024, qui prend effet au 1er mars 2024 et qui s'applique aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024. Donc, le nombre moyen de salariés est resté le même. Par contre, ce qui a changé, c'est le montant du total du bilan et celui du chiffre d'affaires, qui est toujours le double de celui du bilan. Par exemple, pour une micro-entreprise, il ne faut pas dépasser deux de ces trois seuils, donc il faut être en dessous euh, du total du bilan de 450 000 contre 350 000 avant, euros, et 900 000 euros de chiffre d'affaires, et avant c'était 700 000 euros, ou alors être en dessous de 10 salariés en nombre moyen. Donc on est une micro-entreprise à partir de ce seuil-là. Si on dépasse et qu'on est en dessous de 7,5 millions d'euros, eh bien, de total bilan ou 15 millions de chiffre d'affaires, ou nombre 50 salariés, ben vous êtes dans le seuil des petites entreprises. Et pour les moyennes entreprises, il ne faut pas dépasser maintenant 25 millions et 50 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés contre, à l'époque, 20 millions de total bilan et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est important puisqu'on va voir qu'il y a des obligations comptables et notamment en termes de publication qui découlent de selon quelle catégorie vous relevez. Alors on va voir pour la confidentialité des comptes. Ça c'est la première des choses, notamment pour les micro-entreprises. Et donc, dans le cadre du commerce, les micro-entreprises peuvent choisir de ne pas rendre publics leurs comptes annuels déposés au greffe. Et cette option de confidentialité n'est cependant pas accessible à toutes les sociétés. On va voir les exceptions. Déjà, vous avez les sociétés qui gèrent des titres de participation et des valeurs mobilières et qui ne peuvent pas bénéficier de cette mesure de confidentialité. Donc, ce refus s'applique uniquement aux micro-entreprises qui se consacrent de manière exclusive ou non à la gestion de ces titres ou des valeurs. Alors, on s'est posé la question si une holding qui était une micro-entreprise qui détenait euh, le capital de ses filiales pouvait rentrer dans cette exception et donc ne pouvait pas à ce moment-là enfin, rendre confidentiels ses comptes. Et donc, on a un avis du CCRCS, c'est-à-dire le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, qui a précisé que la détention de filiales ou de participations qui consiste à détenir une fraction du capital d'une société doit être distinguée de l'activité de gestion des titres de participation et de valeurs mobilières en tant que telle, laquelle peut par exemple être exercée par une société de gestion de portefeuille. Et donc,
Une micro-entreprise holding qui détient simplement une fraction du capital de sa filiale peut parfaitement opter pour la confidentialité de ses comptes. Ensuite, vous avez d'autres catégories d'entreprises qui ne peuvent pas rendre leurs comptes confidentiels. Et donc ça, on va le revoir, que ce soit une micro-entreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Ce sont les entreprises qui sont considérées comme des établissements financiers tels que les banques ou les sociétés de financement, les entreprises d'assurance et assimilées, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, type le CAC 40 par exemple, ainsi que les entités qui font appel à à la générosité publique. Voilà, donc ça c'est impossible de rendre les comptes confidentiels par rapport à ces entreprises-là. Et donc je ne vais pas le répéter ultérieurement, mais c'est souvent ces entreprises-là qui vont être interdites, en tout cas de rendre leurs comptes confidentiels. Donc il est important de souligner que lorsque la société est dotée d'un commissaire aux comptes, le rapport de celui-ci sur les comptes n'est pas rendu public non plus. Voilà. Et enfin, selon une communication de l'ANSA, c'est-à-dire l'Association nationale pour les sociétés par action, du 1er février 2023, une entreprise peut opter pour la confidentialité de ses comptes dès sa constitution. Donc ça, je ne vais pas le répéter non plus parce que c'est en fait valable pour toutes les entreprises, qu'elles soient micro, petites ou moyennes. Et là, par contre, ce qui est spécifique pour les micro-entreprises, c'est que la confidentialité porte sur l'ensemble des comptes annuels pour les micro-entreprises. Donc on voit que on n'a pas le bilan ni le compte de résultat, c'est confidentiel. Et s'il y avait un rapport d'un commissaire aux comptes, eh ben celui-ci ne serait pas non plus rendu public, en tout cas pour une micro-entreprise. Ensuite, pour les petites entreprises, alors là aussi, elles ont la possibilité de demander la confidentialité de leur compte de résultat lors du dépôt de leurs comptes annuels. Et là, par contre, la confidentialité porte uniquement sur le compte de résultat pour les petites entreprises. Donc, alors là, on peut voir quand même le résultat si puisqu'il y aura le bilan actif-passif, et dans le passif, on pourra voir le résultat, mais on ne verra pas le compte de résultat. Alors là aussi, il existe des exceptions à cette règle de confidentialité. Donc c'est, comme je l'ai dit avant, les sociétés cotées en bourse, les entités faisant appel à la générosité publique, les établissements financiers d'assurance ou celles qui font partie d'un groupe. Et donc là aussi, il y a une question à se poser parce que vous avez la possibilité pour une filiale qui est en micro-entreprise, qui fait partie d'un groupe, euh, et de voir si elle peut opter pour la confidentialité. Et là, de nouveau, l'ANSA a répondu par la négative dans son avis d'avril 2023, et donc qui affirme que toutes les sociétés d'un groupe, y compris les filiales, sont concernées par cette impossibilité. Donc il n'est pas possible de demander la confidentialité des comptes pour les micro-entreprises qui seraient filiales d'un groupe. Et ensuite, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a renchéri et elle a confirmé cette position en précisant que l'appartenance à un groupe, tel que défini par l'article 233-16 du Code du commerce, empêche toutes les entités du groupe de bénéficier de la confidentialité du compte de résultat. Et donc, à l'instar des micro-entreprises, les documents comptables déposés au greffe ne requièrent pas l'inclusion du rapport du commissaire aux comptes. Voilà. Néanmoins, cette fois-ci, les documents doivent indiquer si les comptes ont été certifiés sans réserve, avec réserve, ou s'ils ne l'ont pas été, bien sûr, quand il y a un commissaire aux comptes. Et enfin, les petites entreprises peuvent également bénéficier de cette faculté de confidentialité dès leur constitution. Et on arrive enfin aux moyennes entreprises qui, elles, peuvent opter pour une publication simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Donc, alors bien sûr, je ne reviens pas sur les sociétés qui sont exclues, celles qui font partie d'un groupe, etc. La publication simplifiée ne requiert pas non plus le rapport du commissaire aux comptes, mais comme pour les petites entreprises, elle doit inclure une note indiquant où les comptes ont été déposés et préciser si le commissaire aux comptes a donné un avis sans réserve, avec réserve défavorable, ou s'il n'a pas pu donner d'avis. Et enfin, comme pour les micros et les petites entreprises, la moyenne entreprise peut bénéficier de cette option dès la création de la société. Alors, petit bémol quand même par rapport à tout ça, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la catégorie d'entreprise, cette confidentialité n'est pas absolue, puisque les autorités judiciaires, administratives et la Banque de France peuvent consulter ces informations à tout moment. Voilà. Ensuite, pour l'approbation des comptes, quelles sont les sanctions en cas d'absence de publicité des comptes annuels? C'est-à-dire qu'on ne dépose pas au greffe ces comptes annuels. Donc vous avez une injonction de dépôt des comptes qui peut être requise par tout intéressé ou le ministère public auprès du président du tribunal de commerce qui, agissant en référé, peut contraindre les dirigeants sociaux à déposer les documents nécessaires ou à nommer un mandataire pour accomplir cette formalité. Ensuite, le président du tribunal peut également, de son initiative,
enjoindre les dirigeants sociaux de procéder sous astreinte à bref délai au dépôt des comptes. J'ai déjà vu ça aussi pratiqué, et je vois aussi les tribunaux qui sont de plus en plus réactifs dans leur relance. Donc attention à bien les déposer. Il y a aussi des sanctions pénales qui sont également prévues en cas de non-dépôt des comptes annuels et consolidés ou des rapports qui sont présentés aux associés. Donc c'est une amende de 1 500 € qui peut être portée à 3 000 € en cas de récidive. Et enfin, en l'absence de tout acte interruptif du délai de prescription, la contravention est prescrite 1 an après la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si aucun acte interruptif, c'est-à-dire une injonction ou une procédure judiciaire, n'intervient dans ce délai, eh ben, l'infraction ne peut plus être poursuivie au-delà d'1 an. Voilà. Ensuite, le rapport de gestion est-il toujours obligatoire? Alors, le rapport de gestion de base est obligatoire. Cependant, on a une loi qui date du 10 août 2018 qui a dispensé les petites entreprises commerciales d'établir un rapport de gestion. Alors bien sûr, cette dispense ne concerne pas toute la catégorie d'entreprises que j'ai déjà citées, pareil pour la confidentialité des comptes, c'est-à-dire les sociétés dont l'activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières, les établissements de crédit, les sociétés de financement, d'assurance, de réassurance, celles qui font appel à la générosité publique ou qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Donc quand elles sont cotées en bourse, toutes celles-ci doivent établir un rapport de gestion. Et puis on avait une coquille aussi à la suite d'une transposition d'une directive européenne relative au seuil définissant les catégories d'entreprises, celle qu'on a vue avant, et qui empêchait maintenant les micro-entreprises de bénéficier de la dispense de rapport de gestion depuis le 1er janvier 2025. Et donc c'était une situation un peu incohérente puisque les petites entreprises, elles, pouvaient bénéficier de cette exonération. Et donc on a eu une loi dans la loi DADU. La loi DADU, c'est la loi portant sur diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne du 30 avril 2025, qui a modifié le code de commerce et qui a rétabli ainsi la possibilité pour les micro-entreprises répondant aux critères définis de ne pas établir de rapport de gestion. Et cette disposition entre en vigueur à compter du 3 mai 2025. Et après, enfin, il faut aussi vérifier, il est important de regarder que cette dispense d'établissement du rapport de gestion ne s'applique pas si les statuts l'imposent, parce qu'il faut voir comment sont rédigés les statuts. Et donc, si les statuts l'imposent, eh ben, à ce moment-là, on ne peut pas bénéficier de cette dispense, puisque on n'aura pas écrit que les statuts ne se réfèrent explicitement à la loi sans imposer d'obligations supplémentaires. Voilà. Alors, quelle est la nouvelle réglementation concernant la perte de la moitié du capital social? Ça, c'était aussi un sujet récurrent quand on accuse plusieurs années de perte et qu'on entame les capitaux propres et qu'on arrive à un moment donné où on est à la moitié du capital social. Et là, c'est un signal d'alarme. Donc, qu'est-ce qu'a prévu le Code du commerce? Donc, il y a une procédure en plusieurs étapes qui doit être respectée. Et donc, l'Assemblée générale des associés doit se réunir dans les 4 mois qui suivent la constatation des pertes afin de décider de la dissolution ou pas de la société. Et donc, en l'absence de convocation de l'Assemblée générale, ou si les associés ne délibèrent pas valablement, toute partie concernée peut alors demander la dissolution de la société. Ensuite, si les associés décident du maintien de la société, ce qui est en général le cas très majoritairement, cette dernière disposition d'un délai de 2 exercices pour reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'un montant égal au moins à la moitié du capital social. Donc on dispose d'un délai de 2 ans pour reconstituer ses capitaux propres. Donc il faut refaire des bénéfices, ou alors il faut faire des abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune, ou alors faire une augmentation de capital, ou alors enfin plutôt une réduction de capital ou des choses comme ça. Par contre, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ce thème des assemblées générales, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de lois qui se sont transposées de directives européennes en droit français depuis 2023-24. Donc c'est bien de faire un point récapitulatif là-dessus. Et donc on a une loi DADU aussi du 9 mars 2023 qui introduit une étape supplémentaire permettant à la société d'échapper au risque de dissolution. Et donc, si à l'issue du premier délai de 2 ans, la société n'a pas réussi à reconstituer ses capitaux propres, cette dernière bénéficie d'un second délai de même durée pour réduire son capital à une valeur inférieure ou égale à un seuil fixé par décret. Alors, si on est dans une SARL ou une SAS dont la loi n'impose pas un capital social minimum, ce seuil est maintenant égal à 1% du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture de l'exercice.
Et pour les sociétés dont un capital minimum est imposé par les textes, eh ben, ce seuil est égal à la valeur la plus élevée entre le capital social minimal imposé par les textes, par exemple 37 000 euros pour les SA, et 1% du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture de l'exercice. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qui a été introduite depuis 2023. Et donc ce n'est qu'à défaut de réduction de capital dans ce deuxième délai que la dissolution de la société peut être demandée par tout intéressé. Et toutes ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui n'ont aucune obligation de reconstituer leurs capitaux propres en cas de perte de la moitié du capital social. Donc ça, c'est le doux charme des sociétés civiles, comme les sociétés civiles immobilières, par exemple. Ensuite, sujet assez critique en ce moment. On va commencer. Alors, je ne vais pas vous faire tous les longs développements qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'actualités juridiques et surtout de jurisprudence par rapport à ces décisions-là. Je vais essayer de vous les synthétiser. Donc, avec la première question, c'est est-ce une assemblée générale peut-elle décider de distribuer des réserves en dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle? Bien que le Code du commerce n'offre pas de disposition explicite à cet effet, selon une partie de la doctrine et de certaines jurisprudences, notamment la Cour d'appel de Lyon, il semble être possible de décider d'une distribution de réserves en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Je rappelle que l'Assemblée générale ordinaire annuelle, c'est celle qui se tient dans les 6 mois, qui a pour vocation, en principe aussi, hein, et notamment d'approuver les comptes, de constater le résultat et de décider de l'affectation de ce résultat qui peut être mis en réserve, en report à nouveau ou distribué aux associés totalement ou partiellement. Voilà. Et donc, la possibilité de faire une distribution en dehors de cet AGOA était souvent possible, puisque en réalité, c'était une pratique qui pouvait se faire de manière libre, à condition qu'on convoque une assemblée générale ordinaire, tenue de manière exceptionnelle, pour décider de cette distribution, même hors du délai habituel de 6 mois, suivant la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Bon. Jusque-là, il n'y avait pas de problème pour nous. Toutefois, bon, bien sûr, il faut faire attention enfin, que cette option ne doit pas être exploitée pour contourner les règles relatives au délai de 9 mois maximum concernant le paiement des dividendes. Puisque, bien sûr, si l'Assemblée générale ordinaire annuelle se tient au 30 juin, eh ben, il faut que, avant le 30 septembre, si elle a voté pour la distribution de bénéfices, il faut que les dividendes soient payés au 30 septembre enfin, dans les 9 mois de la clôture, donc le 30 septembre. Bien sûr, une inscription en compte courant, vos paiements, donc ce n'est pas une grande difficulté en vrai. Mais si ce n'était pas fait, ou si il y avait une tentative en réalité de prolonger ce délai par une assemblée générale ultérieure, eh ben, les dirigeants sociaux pourraient être, dans ce cas, avoir leur responsabilité engagée. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2022, il y a eu un jugement du tribunal de commerce de Paris qui a statué qu'il ne peut, enfin, qui a contesté la possibilité de distribuer des bénéfices librement depuis les réserves ou les reports à nouveau en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Donc c'était une décision assez surprenante qui a fait l'objet d'un appel et qui a été critiquée dans plusieurs analyses juridiques. Alors, heureusement, la Cour d'appel de Paris est venue infirmer ce jugement avec un arrêt très attendu du 30 janvier 2025. Et donc, après avoir retenu que le report à nouveau bénéficiaire et les réserves font partie du bénéfice distribuable, le jugement de la Cour d'appel a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, rien n'interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Par conséquent, ne peut être qualifiée de distribution de dividendes fictifs la distribution hors AGOA. Donc on était rassurés grâce à cette cour d'appel du 30 janvier de la Chambre de Paris. Maintenant, il y a une autre question qui est arrivée, c'est-à-dire, est-ce qu'une assemblée générale peut-elle décider de distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau? Et donc là, on a une récente décision de la Cour de cassation qui date du 12 février, donc environ 13 jours après la Cour d'appel du 30 janvier, et qui est venue contredire quelque part la décision de la Cour d'appel, du jugement de la Cour d'appel. Et donc, qui a interdit la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau lors d'une décision en assemblée générale postérieure à la GOA.
Et donc, dès lors, se pose la question des options restantes aux sociétés pour verser des dividendes, puisque là, pour l'instant, on ne sait pas comment, enfin, on essaie de continuer en tenant compte de la jurisprudence telle qu'elle a été rendue entre les décisions du 30 janvier et du 12 février 2025. Donc là, il y a beaucoup de développements juridiques euh, dont j'essaie de ne pas rentrer, en fait. Donc en fait, on disait que dans le cas général, les dividendes sont versés sur la base d'un résultat du dernier exercice lors de l'Assemblée générale ordinaire. Et c'est l'article L232-12 du Code du commerce qui précise que c'est après l'approbation des comptes annuels et la constatation de l'existence de sommes distribuables que l'Assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Et il dit aussi, il est également admis que ces dividendes extraordinaires, c'est-à-dire dans des décisions autres que la GOA, peuvent être versés lors d'autres assemblées par prélèvement sur les réserves disponibles. Et donc la décision de la Cour de cassation du 12 février est venue limiter cette possibilité, puisque la haute juridiction vient de préciser que seule l'Assemblée générale, approuvant les comptes d'un exercice, peut décider de l'affectation du report bénéficiaire et de sa distribution éventuelle. L'affaire concernait une société où les associés ont voté en AGOA l'affectation en report à nouveau du résultat de l'exercice, puis quelques semaines après, la tenue d'une nouvelle assemblée adoptant le versement d'un dividende aux associés sur le prélèvement du report à nouveau. Et donc ça a été interdit. Donc maintenant, selon cette récente décision, une assemblée générale, autre que la GEA, ne peut pas distribuer le report à nouveau sous peine d'encourir la nullité. Donc nullité, donc pas de dividendes, euh, dividendes, ce ne sont plus considérés comme des dividendes. Et donc en l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, il semble que l'on puisse considérer qu'une distribution du report à nouveau et ou des réserves est valable dans le cadre d'une décision de la GOA, d'une assemblée générale autre que la GOA uniquement par prélèvement sur les réserves disponibles antérieurement constituées, c'est-à-dire le prélèvement sur report à nouveau semble exclu par la décision de la Cour de cassation du 12 février 2025, ou alors par une décision des dirigeants sous la forme du versement d'un acompte sur dividende, qui est une forme d'avance sur le dividende global décidé par la GOA. Mais alors là, attention, ça nécessite la certification d'un bilan intermédiaire par un commissaire aux comptes. Et s'il n'y en a pas, ben, il faut un commissaire aux comptes. Donc voilà, alors pour moi, la chose à faire, c'est bien sûr de ne plus affecter des dividendes, enfin des bénéfices dans des reports à nouveau, mais les mettre plutôt dans des réserves, ce qui est pour moi le sens premier des réserves, puisque le report à nouveau ne devrait concerner que les écarts entre l'affectation, entre le résultat et l'affectation en réserve pour les arrondis, on va dire, quoi. Voilà, donc où on en est par rapport à ça. Maintenant, pour les acomptes sur dividendes. Alors, dans les sociétés commerciales, le versement d'acomptes sur dividendes est autorisé sous réserve de respecter les exigences fixées à l'article L232 12 alinéa 2 du Code du commerce. Alors là, je suis obligé de le lire. Les acomptes sur dividendes ne peuvent être octroyés que si un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes révèle que la société a, depuis la clôture du dernier exercice, après constitution des amortissements et des provisions nécessaires, et après déduction des pertes antérieures, ainsi que des sommes affectées aux réserves légales et statutaires, et compte tenu du report à nouveau bénéficiaire, génère un bénéfice au moins égal au montant des acomptes versés. Et donc, il est important. Donc là, c'est que si on valide ce principe qu'on peut se verser un acompte sur dividende. Et il est important de noter que si le bénéfice et le report à nouveau s'avèrent insuffisants, la distribution ne peut avoir lieu, même si la société dispose par ailleurs de réserves disponibles excédant le montant de l'acompte. Et enfin, dans le cas où une société ne dispose pas d'un commissaire aux comptes, la distribution de tels acomptes oblige à la nomination d'un commissaire aux comptes chargé spécifiquement de cette certification. Voilà. Et pour les sociétés civiles, il n'existe aucune réglementation spécifique limitant la possibilité du versement d'acompte sur les dividendes, ni même d'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour cette mission. Donc là encore, une fois, une sacrée liberté pour les sociétés civiles. Allez, on va bientôt finir. On va finir avec les nouveaux seuils pour la nomination d'un commissaire aux comptes. Alors là aussi, c'est le fameux décret du 28 février 2024 qui a modifié les seuils qui obligent certaines entreprises à nommer un commissaire aux comptes et qui est entré en vigueur le 1er mars 2024. Et donc, on a relevé le seuil qui était de 4 millions de total bilan à 5 millions, le chiffre d'affaires de 8 à 10 millions, donc le nombre moyen de salariés n'a pas changé. Et pour les petits groupes,
on a aussi dans des filiales significatives les seuils qui ont été divisés par deux, donc total bilan 2 500 000, chiffre d'affaires net 5 millions et nombre moyen de salariés 25. Alors, la question du renouvellement d'un mandat du commissaire aux comptes. Donc, vous avez une société qui n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé deux des trois seuils pendant les 2 exercices qui précèdent l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. Alors, les nouveaux seuils ne seront pris en compte alors qu'à partir de l'Assemblée générale tenue en 2025, puisque ça concerne les exercices qui ont ouvert à partir du 1er janvier 2024, pour les exercices à compter du 1er janvier 2024. Voilà. Donc, si par exemple, on prend l'exemple d'une société clôturant ses comptes au 31 décembre 2023, dont le mandat du commissaire aux comptes expire avec l'Assemblée générale d'approbation des comptes se tenant le 30 juin 2024, et bien là, il faut regarder si en 2022 et en 2023, la société n'a pas dépassé deux des trois anciens seuils euh, de nomination du commissaire aux comptes. Puisque là, on se base sur les anciennes règles euh, et on se base sur les nouveaux seuils à partir du 1er janvier 2024. Donc, on va regarder dans l'Assemblée générale en 2025 sur les comptes 2024 si on dépasse les nouveaux seuils. Voilà. Et donc, dans l'exemple, si les anciens seuils ont été dépassés, mais pas les nouveaux, alors la société devra néanmoins encore nommer un commissaire aux comptes. Voilà. Puisque les nouveaux seuils ne démarrent qu'à partir du 1er janvier 2024. Et enfin, on finit par une dernière question, puisqu'il est déjà bientôt 13 heures. Alors, la constitution d'une réserve légale est-elle requise pour les sociétés civiles? On l'en voit tellement dans les sociétés commerciales, mais il faut savoir que pour les sociétés civiles, ce n'est pas obligatoire. Et cela, peu importe son régime fiscal, qu'elle soit à l'IS ou à l'impôt sur le revenu. Mais néanmoins, les associés peuvent toujours choisir d'affecter leurs résultats dans une réserve spécifique sans procéder à une distribution, mais cette décision doit être motivée par l'intérêt social plutôt que par les intérêts personnels des associés majoritaires. Voilà. Voilà. Alors, on arrive tout proche des 14 heures. C'est un sujet un peu long à présenter, hein, puisque c'est du juridique. Maintenant, je vais voir si vous aviez des questions. Alors, je vois pas forcément de questions. Oui, alors effectivement, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes d'affichage, je crois. Mais écoutez, de toute façon, pas d'inquiétude. Nous allons, comme d'habitude, publier cette vidéo sur notre chaîne YouTube, Cabinet Sécal. Elle sera disponible dès demain. Et au pire des cas, vous avez aussi sur le site Sécal la possibilité de revoir à tout moment ce différent webinaire, donc ce webcafé numéro 48 aussi. Alors, s'il n'y a pas de questions, on arrive bientôt à 14 heures. Je vais attendre encore un petit moment. Nous aurons bien sûr euh, le prochain et dernier webcafé de la saison en juin prochain. Voilà. Exceptionnellement, aujourd'hui, on était lundi, justement parce que le planning est rempli d'assemblées générales en ce moment. Donc, je pense que c'était utile de faire un point sur l'actualité des assemblées générales, qui est assez important et qui, depuis 2 3 ans, est vraiment apporte des nouveautés en termes de seuil, en termes de confidentialité des comptes, en termes de nomination, de seuil, enfin de seuil de nomination du commissaire aux comptes, et puis de date d'application, c'était pas toujours très clair, hein, surtout l'année dernière. Mais bon, voilà, donc je ne vois pas d'autres questions, donc j'imagine qu'il n'y en a pas. Je vous remercie d'avoir été nombreux. On est déjà plus de 30 personnes ont été pour un sujet purement juridique. C'est vraiment très intéressant, très bien. Je vous remercie vraiment de votre participation et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webcafé. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Au revoir.